L'objectif de cette leçon est d'analyser la participation du pouvoir législatif à la phase d'adoption du budget de l'État au Maroc, qui constitue la deuxième phase de la procédure budgétaire. 2 points. Dans un premier point, nous verrons que la discussion budgétaire est fortement encadrée par la Constitution et la loi organique relative à la loi de finances, laissant peu de marge de manœuvre au Parlement. Le deuxième point s'attachera à analyser l'influence exercée par l'exécutif sur les décisions du Parlement en ce qui concerne la discussion et le vote de la loi de finances. Nous verrons que l'examen du projet de loi de finances est perçu comme un exercice difficile en raison de la masse et de la diversité des informations que le Parlement devrait exploiter. La procédure d'examen et de vote du projet de loi de finances de l'année présente d'importantes particularités par rapport à la procédure de droit commun. L'examen du projet de loi de finances par le Parlement fait l'objet de mesures contraignantes qui se traduisent par un encadrement très strict des délais, des sanctions en cas de non-respect des délais, des priorités, des modalités particulières d'examen devant les deux chambres. L'examen et le vote du budget de l'État sont encadrés par des délais très stricts fixés par la LOF. Ces délais concernent à la fois le délai de dépôt du projet de loi de finances par le gouvernement et d'autre part le délai d'adoption du projet par le Parlement. Concernant le délai limite de dépôt du projet de loi de finances par le gouvernement, l'article 48 de la LOF contraint au dépôt du projet de loi de finances de l'année en priorité sur le bureau de la Chambre des représentants au plus tard le 20 octobre de l'année budgétaire en cours, accompagné d'un certain nombre de documents. Notez que le texte du projet de loi de finances ne peut contenir toutes les explications nécessaires à une adoption en totale transparence. Les parlementaires n'ont pas les moyens techniques de préparer seuls leurs documents d'information, ils dépendent donc du gouvernement. Ces documents doivent assurer aux parlementaires une information crédible en fournissant divers documents au moment du dépôt du projet de la loi de finances de l'année. 13 documents obligatoires accompagnent le projet de loi de finances. Le 14e, relatif aux comptes consolidés du secteur public, est facultatif. Notez que la programmation pluriannuelle des ministères dépensiers est présentée pour information aux commissions parlementaires concernées. Ce document ne fait donc pas partie des documents budgétaires qui accompagnent le projet de loi de finances. Par ailleurs, outre les documents d'accompagnement des projets de loi de finances, d'autres informations peuvent être communiquées au Parlement sur les mesures opérées par le gouvernement en cours d'année. Il s'agit de la création des comptes spéciaux du Trésor, en cas d'urgence et de nécessité impérieuse. Je vous renvoie à l'article 26 de la LOF et 70 de la Constitution. Il s'agit également de l'ouverture des crédits supplémentaires en cas de nécessité impérieuse et imprévue d'intérêt national, article 60 de la LOF. Et enfin, il s'agit du sursis à l'exécution de certaines dépenses d'investissement, article 62 de la LOF. Retenez que le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de la Chambre des représentants clôt ainsi une phase de préparation étalée sur plus de 9 mois. Concernant les délais de vote, ils sont fixés par la LOF et non par la Constitution au Maroc.
L'article 75 de la Constitution instaure la priorité d'examen du budget au profit de la Chambre des représentants. Mais c'est l'article 49 de la LOF qui précise les modalités de décomposition du délai global d'examen par le Parlement, fixé à 58 jours. Les délais de première lecture se déclinent de la façon suivante. La Chambre des représentants, saisie en priorité, doit se prononcer en première lecture dans les 30 jours qui suivent le dépôt du projet de loi de finances. Autrement dit, la Chambre des représentants ne peut consacrer plus de 30 jours à l'examen en première lecture du projet de loi de finances. Donc, dès le vote du projet ou à l'expiration du délai, le gouvernement saisit la Chambre des conseillers du texte adopté ou du texte initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par la Chambre des représentants et acceptés par lui. La Chambre des conseillers doit quant à elle se prononcer sur le projet en première lecture dans un délai de 22 jours après avoir été saisie. Il s'agit de se prononcer sur le texte adopté par la Chambre des représentants ou sur celui présenté initialement par le gouvernement, modifié le cas échéant par les amendements votés par la Chambre des représentants et acceptés par lui. Un délai de 22 jours est donc dévolu à l'examen par la Chambre des conseillers en première lecture. La Chambre des représentants examine les amendements votés par la Chambre des conseillers et adopte en deuxième lecture le projet de loi de finances dans un délai ne dépassant pas 6 jours. Le schéma relatif au calendrier d'examen et de vote de la loi de finances fait ressortir que les délais de première lecture varient d'une chambre à l'autre. Si la Chambre des représentants dispose bien de 30 jours, en revanche, la Chambre des conseillers ne dispose que de 20 jours. Les deux chambres ne peuvent ensemble dépasser un délai de 58 jours. Le délai restant, soit 6 jours, est consacré à l'adoption définitive en deuxième lecture de la Chambre basse, c'est-à-dire la Chambre des représentants, à laquelle le projet de loi de finances lui est soumis en priorité, en application de l'article 75 de la Constitution et 48 de la LOF. Ainsi, le budget de l'année doit impérativement être promulgué et publié avant le 1er janvier de l'année à laquelle il s'applique. Que se passe-t-il dans le cas où le délai global de 58 jours ne serait pas respecté par le Parlement? Tout est donc prévu pour que le délai obligatoire de 58 jours soit respecté. Des règles ont été édictées, article 75 de la Constitution, repris par l'article 50 de la LOF, pour éviter une situation où une adoption tardive de la loi de finances interviendrait. Le non-respect des délais par le Parlement est sanctionné par le dessaisissement. Autrement dit, lorsque la Chambre des représentants ne s'est pas prononcée sur le texte au bout de 30 jours, elle est dessaisie, c'est-à-dire on lui retire le texte, au profit de la Chambre des conseillers. De même, lorsque la Chambre des conseillers ne respecte pas son délai de première lecture de 20 jours, elle est dessaisie au profit de la Chambre des représentants. Enfin, si le Parlement ne respecte pas le délai de 58 jours pour se prononcer sur le projet de loi de finances, l'article 75 de la Constitution, alinéa 3, et l'article 50 de la LOF prévoient que le gouvernement peut le dessaisir et mettre en vigueur les dispositions du projet de loi de finances par décret,
ce qui représente une forte sanction du Parlement. Cette procédure spécifique a été prévue pour éviter une adoption tardive de la loi de finances et garantir en conséquence la continuité des services publics. Elle constitue donc une forte incitation pour le Parlement à respecter le délai prévu par la Constitution. Autrement dit, des dispositions constitutionnelles, article 75 de la Constitution, et organiques, article 50 de la LOF, assurent la continuité des services publics en l'absence de vote de la loi de finances de l'année ou de sa promulgation. Quel est le principal effet de cette règle? Retenez que cette règle a pour principal effet de dessaisir le Parlement au profit du gouvernement. Ainsi, le gouvernement ouvre par décret les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leurs missions. Donc, en cas de non-respect du délai imparti, le projet de loi de finances peut être mis en vigueur par décret, ce qui priverait le Parlement de son pouvoir financier. Cette disposition constitue donc une forte incitation pour le Parlement à respecter le délai prévu par la Constitution. D'autant plus que les décrets ne font pas l'objet d'une ratification par le Parlement. La troisième mesure concerne les priorités. La procédure budgétaire se distingue par l'existence de priorités. Tout d'abord, la priorité à la Chambre des représentants. L'article 75 de la Constitution et 48 de la LOF précisent que le projet de loi de finances de l'année est déposé en priorité devant la Chambre des représentants. Ce droit de priorité reconnu à la Chambre basse n'est pas propre à la discussion de la loi de finances. Il ne constitue pas la seule expression de la supériorité de la Chambre basse par rapport à la Chambre haute dans le domaine financier. L'article 49 de la LOF, alinéa 3, lui a reconnu également un pouvoir de statuer définitivement dans un délai n'excédant pas 6 jours. La deuxième priorité est la priorité à la première partie. La discussion en séance publique se déroule en 2 phases qui correspondent aux 2 parties du projet de loi de finances. Cette obligation découle de l'article 52 de la LOF qui dispose que la seconde partie du projet de loi de finances de l'année ne peut être soumise au vote de l'une des 2 chambres du Parlement avant le vote de la première partie. Si cet article précise que la première partie doit être adoptée en priorité, c'est parce qu'elle contient les données générales de l'équilibre financier, article 36 de la LOF, alors que la deuxième partie précise la ventilation des dépenses du budget général à l'intérieur des titres par chapitre, subdivisés en programmes, régions et projets ou actions, article 38 de la LOF. Donc, une fois l'équilibre établi, les parlementaires se prononcent sur la façon dont l'exécutif pourra disposer des crédits. La quatrième mesure concerne l'organisation particulière de la discussion budgétaire. La procédure d'examen du projet de loi de finances présente d'importantes particularités par rapport à la procédure de droit commun. 3 phases. Phase 1, présentation publique du PLF devant les 2 chambres. Phase 2, examen du projet de loi de finances par la Commission des finances, plus deuxième lecture de la Chambre des représentants. Phase 3, discussion en séance publique, elle-même composée de 2 phases qui correspondent aux 2 parties du projet de loi de finances. Phase 1, elle concerne la présentation publique
du projet de loi de finances devant les deux chambres. Après sa délibération au Conseil des ministres et Conseil de gouvernement, le projet de loi de finances est suivi par sa présentation publique par le ministre chargé des Finances devant les deux chambres du Parlement, conformément à l'article 68 de la Constitution. Phase 2, l'examen du projet de loi de finances en commission des finances. Lorsque le projet de loi de finances est déposé avec ses annexes au Parlement, il ne fait pas immédiatement l'objet d'un débat en séance publique. L'article 48 de la LOLF précise que dès son dépôt, le projet de loi de finances est immédiatement soumis à l'examen de la commission chargée des finances de la Chambre des représentants. Les commissions des finances des deux chambres jouent un rôle important dans l'examen du projet de loi de finances qui leur est envoyé de droit conformément à l'article 80 de la Constitution. Retenez que l'examen en commission des finances se déroule lui-même en 3 phases. La première a trait à l'audition du ministre chargé des Finances. La commission des finances auditionne le ministre des Finances qui fournit des informations sur le projet de loi de finances. Ensuite, la discussion générale porte sur le projet de loi de finances et sur la politique budgétaire pour une durée fixée par le bureau de la commission des finances. Le temps de parole est réparti à la représentation proportionnelle des groupes. Et enfin, phase 3, elle est consacrée à la discussion, article par article, du projet de loi de finances et à la présentation des propositions d'amendement pour une durée qui ne doit pas dépasser 5 jours ouvrables au maximum. Il convient de préciser que le ministre chargé des Finances assiste à l'ensemble des travaux de la commission des finances. Parallèlement aux travaux de cette commission, les autres commissions permanentes, à l'exclusion de la commission de contrôle des finances publiques, interviennent à leur tour dans l'examen du budget en fonction de leurs compétences. Retenez que les commissions des finances sont le lieu où s'expriment pleinement les rapports de force entre le législatif et l'exécutif. La phase 3 concerne la discussion en séance publique. Cette troisième et dernière phase se déroule elle-même en 2 phases qui correspondent aux 2 parties du projet de loi de finances. C'est une obligation qui découle de l'article 52 de la LOLF qui dispose « La seconde partie du projet de loi de finances de l'année ne peut être soumise au vote de l'une des 2 chambres du Parlement avant le vote de la première partie. » Phase 1, la discussion commence par l'examen de la première partie du projet de loi de finances telle qu'elle a été amendée et adoptée par la Commission. Ainsi, les parlementaires doivent se prononcer en premier sur les grandes masses budgétaires, c'est-à-dire les évaluations globales de recettes et les plafonds des grandes catégories de dépenses. La discussion de la première partie commence par l'intervention du ministre chargé des Finances qui présente les grandes orientations de la politique budgétaire, suivie par celle du rapporteur de la Commission des Finances. Après la discussion générale, qui constitue la phase politique du débat budgétaire, s'engage la discussion des articles de la première partie. Chaque amendement et chaque article fait l'objet d'un vote. Après l'examen de chacun des articles, les députés votent l'ensemble de la première partie, en particulier l'article d'équilibre.
Retenez que la discussion de la première partie du projet de loi de finances, tant en commission des finances qu'en séance publique, ne se déroule pas différemment de celle d'un projet de loi non financier. Quelle est alors la spécificité du projet de loi de finances? La spécificité du projet de loi de finances tient à l'existence d'un article d'équilibre et à la disposition de l'article 52 de la LOF qui fait du vote de la première partie un préalable à la mise en discussion de la seconde partie du projet de loi de finances. Dans le cas où la première partie est rejetée, la seconde partie ne peut être soumise au vote. Le rejet de la première partie par l'une des deux chambres du Parlement est donc considéré comme rejet du projet dans son ensemble par la même chambre. En cas de rejet du projet par la Chambre des conseillers, la Chambre des représentants est saisie pour examen, dans le cas de la deuxième lecture, du texte rejeté par la Chambre des conseillers. La discussion de la deuxième partie, en séance publique, la Commission des finances se réunit pour adopter la seconde partie. Parallèlement, les autres commissions se réunissent pour adopter les budgets sectoriels qui relèvent de leurs compétences. Donc, après adoption de la première partie en séance publique, la Commission des finances va se réunir pour adopter la deuxième partie du projet de loi de finances. Lors de la discussion de la deuxième partie, la parole est donnée au ministre dépensier et au rapporteur des commissions sectorielles. Elle est suivie d'une discussion générale dont la durée est fixée par le bureau de la Chambre. Pour rationaliser le débat, les interventions sont regroupées par thème. Les ministres concernés présentent les budgets correspondants. En vertu de l'article 55 de la LOF, les dépenses du budget général font l'objet d'un vote par titre et à l'intérieur d'un même titre par chapitre. Quant aux dépenses des budgets des segments, des services de l'État gérés de manière autonome, elles font l'objet d'un vote d'ensemble par département ministériel ou institution auxquelles ils sont rattachés. Et enfin, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont votées par catégorie de comptes spéciaux. Et là, je vous renvoie à l'article 55 de la LOF. Nous venons donc de voir, dans le cas de ce premier point de notre leçon, que la procédure d'examen du projet de loi de finances est fortement encadrée par la Constitution et par la LOF, laissant peu de marge de manœuvre au Parlement. Nous allons, dans le cadre de la deuxième partie, analyser l'influence exercée par l'exécutif sur les décisions du Parlement en ce qui concerne la discussion et le vote de la loi de finances. Nous verrons que les pouvoirs de discussion d'une part et de vote budgétaire d'autre part sont encadrés de façon rigoureuse par la Constitution et par la LOF. Concernant le pouvoir de discussion budgétaire, il convient de noter qu'il est extrêmement réduit. 4 limites. 1. Interdiction du pouvoir d'initiative budgétaire pour le Parlement. 2. Irrecevabilité financière. 3. Interdiction des cavaliers budgétaires. Et enfin, quatrièmement, élimination des amendements surprises. La première limite du pouvoir de discussion budgétaire concerne l'interdiction du pouvoir d'initiative budgétaire pour le Parlement. Je vous renvoie à l'article 77 de la Constitution. De quoi s'agit-il? Les parlementaires ne disposent pas du pouvoir d'initiative en matière budgétaire. Il convient de rappeler
que d'après l'article 78 de la Constitution, l'initiative des lois appartient concurremment, c'est-à-dire à la fois, au chef du gouvernement et aux membres du Parlement. C'est-à-dire que le Parlement et le gouvernement possèdent ainsi un pouvoir d'initiative législative partagé. Ils possèdent de façon concurrente le pouvoir de proposer les lois ordinaires. Mais, cependant, en matière budgétaire, ce partage d'initiative n'existe plus. Seul le gouvernement possède le pouvoir d'initiative en matière budgétaire, car l'article 77 de la Constitution n'autorise le Parlement qu'à ne modifier qu'à la hausse le montant des ressources, c'est-à-dire interdiction de diminuer les ressources, et qu'à la baisse le montant des dépenses, interdiction d'augmenter le montant des dépenses fixé par le gouvernement. En fait, cet article 77 de la Constitution rappelle le partage des compétences entre les différents pouvoirs. L'initiative appartient au gouvernement et le vote appartient au Parlement. Si le Parlement outrepasse ce partage, l'article 77 de la Constitution autorise le gouvernement à édicter l'irrecevabilité financière. La deuxième limite du pouvoir de discussion budgétaire concerne les irrecevabilités financières. Je vous renvoie à l'article 77 de la Constitution et 56 de la LOF. Il convient de rappeler que le droit d'amendement est reconnu à égalité aux parlementaires et au gouvernement. L'article 83 de la Constitution, alinéa 1er, énonce que les membres de chaque chambre du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement. Autrement dit, il s'agit d'un droit partagé entre le gouvernement et les parlementaires. Mais le droit d'amendement parlementaire s'effectue sous le contrôle du gouvernement. L'une des plus importantes restrictions au droit d'amendement est prévue par l'article 77 de la Constitution qui limite le pouvoir d'initiative des parlementaires en matière financière. Il interdit toute création ou aggravation d'une charge publique et n'autorise la diminution d'une ressource publique que dans la mesure où elle est compensée par l'augmentation d'une autre ressource. L'article 77 de la Constitution précise que le gouvernement peut opposer de manière motivée l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulé par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. En clair, il est d'abord interdit de diminuer les ressources publiques. Cette interdiction est relative. Pourquoi? Car l'article 77 de la Constitution interdit la diminution des ressources publiques par une initiative parlementaire. Cependant, en matière de ressources, les effets de cet article sont moins restrictifs. Pourquoi? Car cet article laisse la possibilité d'opérer une compensation entre recettes. Autrement dit, le Parlement peut proposer une diminution des ressources par rapport au montant établi par le gouvernement si dans le même temps, il augmente de manière équivalente une autre ressource, de telle sorte qu'il n'y ait pas globalement diminution des ressources. En matière de charges, l'interdiction est absolue. Interdiction absolue d'augmenter une charge publique. La non-compensation en matière de charges. Donc,
En matière de dépenses, retenez que le pouvoir des parlementaires est plus réduit. L'article 77 de la Constitution prévoit une interdiction de proposition ou d'amendement formulée par les membres du Parlement ayant pour conséquence la création ou l'aggravation d'une charge publique, même si elle est compensée par une ressource nouvelle. Cet article est donc opposable à une initiative parlementaire qui crée ou aggrave une charge publique. Le recours au singulier du mot charge a pour conséquence d'interdire toute compensation budgétaire. La création ou l'aggravation d'une charge n'est pas recevable, même si elle s'accompagne de la création d'une ressource nouvelle ou si elle est compensée par la diminution ou la suppression d'une charge existante. En revanche, il est possible de supprimer une charge et de réduire une charge. Alors, que retenir? Retenez qu'au regard de l'article 77 de la Constitution, sont irrecevables les initiatives qui créent ou aggravent une charge, ainsi que celles qui réduisent des ressources. Sont recevables les initiatives dépourvues d'incidence financière directe, celles dont les incidences sont positives pour les finances publiques, ainsi que celles dont les incidences financières s'annulent en matière de ressources. L'élargissement du droit d'amendement en matière de ressources a été complété par la LOF par une extension du droit d'amendement en matière de dépenses. Depuis l'entrée en vigueur de la LOF du 2 juin 2015, les conditions d'application de l'article 77 de la Constitution aux amendements portant sur les projets de loi de finances ont été précisées. Au sens de l'article 56 de la LOF et 77 de la Constitution, la charge publique s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant au crédit du chapitre. La charge publique s'entend des crédits ouverts au titre du chapitre. À l'intérieur d'un même chapitre, des articles additionnels ou amendements qui doivent être justifiés peuvent augmenter ou diminuer les crédits afférents à un programme dans la limite des crédits prévus au titre du dit chapitre. Par conséquent, ces dispositions offrent aux parlementaires la faculté nouvelle de présenter des amendements majorant les crédits d'un ou plusieurs programmes inclus dans le chapitre, à la condition de ne pas augmenter les crédits de celui-ci. Autrement dit, les parlementaires peuvent désormais modifier la répartition des crédits entre les programmes d'un même chapitre sans augmenter le montant global de ce dernier. Il ressort que l'article 56 de la LOF a contourné les restrictions de l'article 77 de la Constitution en précisant la définition de la charge qui s'entend des crédits ouverts au titre du chapitre. La troisième limite a trait à l'interdiction de la pratique des cavaliers budgétaires. Cette pratique, dite de cavalier budgétaire, consiste en l'introduction par voie d'amendement dans la loi de finances d'une ou plusieurs dispositions qui ne présentent aucun caractère financier. C'est l'article 56 de la LOF qui instaure le principe de l'interdiction des cavaliers budgétaires. Les amendements non conformes aux dispositions de la LOF sont irrecevables et ne doivent pas, par conséquent, figurer en loi de finances. Nous avons déjà vu dans le cadre de la leçon 1, relative à la présentation de la loi de finances, que l'article 1er de la LOF définit de manière limitative le contenu de la loi de finances. L'article 1 de la LOF énumère de façon très précise
le contenu de la loi de finances de l'année et prévoit que la loi de finances détermine pour chaque année budgétaire la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. La quatrième limite porte sur l'élimination des amendements surprises, c'est-à-dire une restriction liée à l'examen en commission des finances. En application de l'article 83 de la Constitution alinéa 1er, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'aurait pas été antérieurement soumis à la commission des finances, ce qui lui permet d'éviter les amendements surprises. Ainsi, au regard de cet article, les membres de chaque chambre du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée. Les limites du pouvoir financier du Parlement se traduisent non seulement par un pouvoir de discussion réduit, ce que nous venons de voir, mais également par un pouvoir de vote limité. Le gouvernement dispose de deux instruments constitutionnels classiques s'il souhaite limiter les pouvoirs de vote du Parlement en matière budgétaire. Il s'agit du vote bloqué et de l'engagement de la responsabilité du gouvernement. Le premier instrument à la disposition du gouvernement, visant à limiter le droit d'amendement parlementaire, concerne le vote bloqué. La technique du vote bloqué, ou réduction du nombre de votes, est une procédure énoncée à l'article 83 de la Constitution alinéa 2. Cette technique permet au gouvernement de demander à la Chambre saisie du texte en discussion de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Autrement dit, au lieu de permettre aux parlementaires d'examiner et de voter le texte article par article et éventuellement de l'amender, le gouvernement les contraint à se prononcer sur tout ou partie du texte en discussion sans que les parlementaires puissent y apporter des modifications. La Chambre concernée peut s'opposer à cette procédure à la majorité de ses membres. La deuxième procédure à la disposition du gouvernement, toujours pour limiter le droit d'amendement parlementaire, concerne l'engagement de la responsabilité du gouvernement ou l'adoption sans vote. L'article 103 de la Constitution permet au chef du gouvernement d'engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des représentants sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des représentants. Le refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement. Notez que cette procédure ne peut pas être mise en cause devant la Chambre des conseillers, le gouvernement n'étant pas responsable devant cette Chambre. Comme dans le cas du vote bloqué, le gouvernement est libre de choisir le moment où il engage sa responsabilité. Sauf dépôt d'une motion de censure, article 105 de la Constitution, le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité est considéré comme adopté sans vote de la Chambre des représentants. Retenez qu'à la différence du vote bloqué, l'engagement de la responsabilité du gouvernement a pour effet de suspendre immédiatement la discussion du texte sur lequel il porte.
Ainsi, les contraintes pesant sur le vote se traduisent soit par une réduction du nombre de votes, soit par la suppression du vote.